avant, voire en pire. Donc le fait que les gens disent on veut que ça change. Ce que j'appelle qu'on veut que ça change, c'est notamment tous ces groupes dans lesquels il y a des bénéfices records. Est-ce qu'ils peuvent avoir une meilleure répartition des richesses et que leurs salariés, ceux qui travaillent, puissent être mieux payés? Est-ce qu'on peut défendre nos services publics et faire en sorte qu'on arrête des politiques d'austérité? À l'heure où je vous parle, on est en pleine discussion sur le budget. C'est un budget qui ne prend même pas en compte véritablement la situation d'inflation. C'est un budget qui désarme les collectivités locales dans beaucoup de sujets. Et ce qu'on appelle les collectivités locales, c'est notamment nos villes. Le fait que la cantine... le fait qu'il y a même des mairies qui sont obligées de fermer les piscines, etc. Est-ce que, plutôt que de donner de l'argent parfois à des grands groupes qui n'en font rien, si c'était le reverser à leurs actionnaires, non, mais c'est un sujet important. Donc, est-ce que si la grève générale permet de mettre dans un moment de tension politique un autre rapport de force, une autre discussion pour qu'on vive différemment, pour qu'il n'y ait pas 8 millions de gens sous le seuil de pauvreté, pour qu'il n'y ait pas autant d'inégalités, pour qu'il n'y ait pas une poignée, vous savez que dans ce pays, 500 personnes possèdent autant que 42% de la population, bon, ça serait bien. Mais s'il y avait un mouvement social généralisé, est-ce que ça ne va pas non plus fragiliser la France, qui va rentrer en récession selon les projections, et la production industrielle qui va s'écrouler de 10% au prochain trimestre là. Ça peut être l'inverse, parce que souvent aussi c'est la consommation populaire qui est un volant d'entraînement de l'économie, et que vous avez aujourd'hui un système qui produit des richesses, mais qui précisément ne le réinjecte pas assez. On va plus en produire, là, on va s'écrouler. Non, mais chaque fois, vers la récession. Je vais vous dire un truc. Quand on aime l'histoire de France, tranquillement, des mouvements sociaux, il y en a déjà eu. En 68, il y en a eu. En 36, il y en a eu. Même après la libération, 1947, il y a eu des grands moments de mobilisation. Enfin, on peut égrener toute l'histoire de France. Calmons-nous, c'est des moments de mobilisation. Il n'y a rien d'inédit. Les Français, à l'étranger, quand vous discutez avec des amis étrangers, vous dites, les Français, vous êtes souvent en grève. Tant mieux. On revient des bons Français, bien souvent en train de dire, nous, on a la passion. Pas forcément être gréviste. Non, mais mais ça l'est parfois. Ce que je veux dire, c'est que ne soyons pas dans un imaginaire aujourd'hui où dès qu'il y a la grève, vous avez des mots nouveaux qui sont forgés. C'est des preneurs d'otages, on n'est plus en grève. Quand on manifeste, on vous traite de putschiste. Dès que vous faites référence à la Révolution française, on dit que vous êtes un violent. On peut plus parler aujourd'hui. Et donc, alors que je crois que là, il va y avoir un mouvement, tant mieux. Nous, dimanche, le 16 octobre, on manifeste. Qui va participer? Parce que la CGT... peut-être vous d'ailleurs aussi, j'en sais rien. Je peux aller voir, tout le monde est bienvenu. Bien sûr, mais qui va participer à cette marche? Parce que la CGT n'a pas signé l'appel. Mais la CGT... Et à gauche, vous êtes un peu divisé, quoi, non? Fabien Roussel, vous avez vu, il a un mot d'excuse, il a un banquet dans le Nord. Mais il a le droit, il n'y a pas de problème. Mais moi, plus on est de fous, j'avais envie de dire, même si Fabien n'est pas fou, mais du moins plus on est d'amis, tant mieux. Non mais là, Patrick Roger, vous me taquinez. Justement, on est rassemblés. Il y a une trentaine d'organisations. Même le Parti communiste que vous évoquez avait dit on va voir, d'abord parce qu'ils ne voulaient pas gêner les organisations syndicales. Ils viennent. Ils sont un peu gênés quand même. Ils collent des affiches. Mais non, ils sont en pleine forme. Ils sont heureux d'être là parce qu'ils ont compris que dimanche, c'est le moment politique. C'est quoi? Le PS. C'est nous. Ils sont là aussi au premier rang, vous inquiétez pas. Il n'en manquera aucun. Et ceux qui ne seront pas là, tant pis. On manifestera sans eux. Et surtout, ce que je dis, c'est que si on ne donne pas à voir dimanche, c'est une étape, c'est pas la journée qui va tout changer, mais c'est une journée qui peut être une accélération des choses. Une force populaire qui dit voilà, la vie chère, c'est un problème. L'inflation à 5,8 depuis la rentrée et les salaires qui suivent pas, ça fait que dans le caddie, c'est de plus en plus cher. Et autant d'inégalités, ça peut pas continuer. Autant d'inactivité climatique, c'est-à-dire qu'en gros, aucune mesure sont prises face à la crise écologique auquel nous sommes confrontés, ça va pas. Autant de gens qui disent à Macron, vous nous avez dit que là, vous voulez en plus repousser l'âge de la retraite. Il n'en est pas question. Le nucléaire a été relancé. Le 49.3, oui, sur l'inaction climatique. C'est pas vraiment la meilleure idée qu'il fallait faire, mais en termes de politique à longue vue, il n'y a aucune mesure véritablement qui est prise. J'étais en train de parler là de la réforme des retraites. C'est important. Vous avez envie de travailler, vous, jusqu'à 67, 70 ans. Enfin, peut-être vous faites un métier qui vous passionne. Oui, d'accord. Vous savez, ceux qui sont au quotidien, sur les chantiers, ou même pas, ceux qui bossent dans les bureaux. 20 heures par jour, on peut se poser des questions. Combien de participants espérez-vous? Des dizaines de milliers. Alors, je fais attention parce que l'autre jour... On m'a dit 30 000. Sur des 30 000, c'est déjà pas mal. C'est 30 000, ce sera une victoire? Oui, c'est pas mal déjà. Faites-le, j'ai envie de dire, faites mieux. Et puis, je sais pas, mais vous vous êtes fixé un objectif ou pas? Non, je vais vous dire pourquoi là. Je suis en train de mettre une enclume sur ma langue. C'est que l'autre jour, chez un de vos collègues, je suis interrogé. Et il me demande un chiffre, dit je vais pas en donner un. Il m'a dit vous craignez peut-être d'être déçu. Je dis oui, mais il y aura du monde. Et après, j'ai vu Célibé qui a dit Alexis Corbière craint d'être déçu. Non, je suis pas déçu. Il y aura du monde de toute manière. Je pense des dizaines de milliers. J'ai dit, pour ceux qui s'en souviennent, avoir un titre de comparaison, pendant la campagne présidentielle, on a fait une grosse manifestation qui s'était terminée avec un discours de Jean-Luc Mélenchon, place de la République. Et là, actuellement, les éléments que nous avons, je pense qu'il y aura plus de monde. Après, ceci dit,
le fait qu'il y a des bus prévus qui n'ont pas d'essence. Comment vous faites on va se débrouiller. On va se débrouiller, camarades. Vous faites des réquisitions? Non, on peut pas. Ouais. Mais mais pour avoir les cartes, on va se débrouiller. C'est des compagnies privées. Certaines ont de l'essence, d'autres c'est plus compliqué. Là, c'est la vie de. Vous avez envisagé un report? Non, non, pas du tout. Non, mais avec la grève, vous pourriez être pénalisé comme beaucoup sont pénalisés, quoi. On sera pénalisé d'un certain point de vue et on sera boosté, j'ai envie de dire, d'un autre côté, parce qu'effectivement, les gens comprennent dans ce contexte que c'est utile. Moi, je répète, c'est un signal politique, une force, comme toujours dans notre histoire nationale, populaire, pacifiquement, qui va dire notre force, c'est notre nom. Vous craignez des débordements ou pas? Il ne faut pas. Ouais, il faut pas. J'espère qu'il y aura pas des black blocs, etc. C'est pas ça. Vous avez vos services de sécurité. Bien sûr, il faut faire attention. Notre force, c'est notre nombre. Voilà, notre puissance, elle est justement dans le nombre de gens qui se rassemblent. Et ceux qui cassent, qui font qu'après le soir, la seule lecture qui est donnée, c'est regarder, c'est des violents, de mon point de vue, ne nous aident pas. Donc, si vous venez pour faire des dégâts, et tenez-vous à distance, c'est pas le but. Nous, on veut de la dignité, augmenter les salaires, une juste répartition, pas d'autoritarisme contre le monde du travail, pas de rallongement de la durée de la retraite, pas d'utilisation de 49.3 sur le budget. Alors le 49.3, pourquoi pas d'utilisation? Le gouvernement est dans son droit s'il veut l'utiliser, non? Non, enfin, il y a des choses qui peuvent être, comment dirais-je, constitutionnellement possibles et politiquement qui sont fausses. Je veux dire, parce que moi je pense qu'on est la Constitution de la Ve République, c'est un moment très particulier de notre histoire nationale. C'est une Constitution qui est née dans une menace de guerre civile, c'était la guerre d'Algérie, qui donne beaucoup de pouvoir au président de la République. Et moi je suis parlementaire, je pense que le parlementarisme, c'est ce qu'il y a de mieux démocratiquement. On vote pour des femmes, des hommes qui discutent. Et la photographie de l'Assemblée nationale, normalement, doit ressembler un peu à toutes les sensibilités du pays. C'est peut-être un peu le cas, là, aujourd'hui. Par ailleurs, mais je vais être honnête avec vous. Moi, j'ai jamais trouvé très simple que le Front National, qui était au second tour, était quasiment pas représenté à l'Assemblée nationale. Je combats les idées du Front National, mais je veux dire... Mais vous êtes prêt à signer avec le Rassemblement National certains textes? Ça, c'est la majorité qui l'a fait. La majorité, ils se sont mis d'accord avec le Rassemblement National contre l'augmentation du SMIC quand je l'ai proposé, pour faire lire 2 vice-présidents. La taxe cette semaine aussi, là. Oui, vous savez à qui elle était, elle était proposée par le MoDem, le président du groupe MoDem. Ce qui est intéressant, c'est que c'est même l'alliage macroniste qui est en train de se déglinguer. MoDem, NUPS et Rassemblement National. Alliance. Contre la majorité. Oui, d'accord, attendez. Bon, donc, mais vous savez, est-ce que vous savez que même, je suis très content, est-ce que vous savez quand même cette taxe sur les dividendes que nous avons adoptée, il y a même des députés En Marche qui l'ont voté, dont le suppléant de Madame Macron. C'est Madame Macron que je suis bête. Non, Madame Borne. Pardon, Madame Macron, si elle nous écoute. Elle n'a rien à voir avec ça. Donc, ce que je veux dire, c'est que le 49.3, si ils l'utilisent, ce sera contre des propres composants de leur majorité. C'est pas sain. Le pays, revenons à des choses, parce que là, je parle vite, j'ai l'impression. Le pays, il est sous tension. D'accord? Les gens se posent des tas de questions. C'est le moment, faut pas le brutaliser. Ça sert à rien. Faut y aller pacifiquement, tranquillement. La marche, là, non, mais la marche, justement, c'est ce qu'il y a de plus pacifique. Face à un gouvernement qui dit, quand même, c'est provocateur qu'Emmanuel Macron dise aux Français, je vais vous faire travailler de la part plus longtemps. de Jean-Luc Mélenchon l'autre jour, quand même, non quand il a fait référence à Versailles, à ce qui s'était passé au 6 octobre. Non, vous savez, moi j'ai écrit une tribune, je veux pas être pédant, mais j'ai écrit une tribune pour dire, il y a quelques années, moi j'ai 54 ans, faire référence à la Révolution française quand on était de gauche, vous voyez, c'était d'une banalité totale. On a évoqué le Front populaire en 36, les gens ils manifestaient avec des portraits de Marat, Danton, Robespierre, etc. Ça faisait partie de la culture de gauche. Aujourd'hui, vous dites Révolution française, on va vous dire, tu veux couper des têtes, tu veux mettre la fourche, des pics, t'es un violent. Bon, Jean-Luc Mélenchon, il a fait référence à une journée classique de l'histoire de la Révolution française où les femmes ont marché sur Versailles, qui a eu pour conséquence de ramener le roi. Déjà, on dit ce jour-là, le roi a été assassiné. Non, ils ont oublié. C'est 4 ans plus tard, ça n'a rien à voir. Le roi, il revient à Paris, donc c'est plutôt bien. Il est même accueilli au cri de Vive le roi, vive la nation. Encore à l'époque, les gens étaient pour qu'il y ait une monarchie constitutionnelle. Et c'est une marche contre la vie chère. Et Mélenchon fait juste un clin d'œil en disant marche contre la vie chère 1789, le 16 octobre. Immédiatement, de toute façon, dès que Mélenchon fait quelque chose, on lui saute sur le dos. Mais j'ai envie de dire que cette passion contre lui démontre aussi que des gens veulent absolument nous caricaturer. Puisqu'on parle de Jean-Luc Mélenchon, il demande à ce que Adrien Quatennens siège à l'Assemblée nationale. Pas tout de suite. Pas tout de suite. Alors vous êtes quoi? Parce qu'il y a un groupe au sein de la NUPS, enfin de LFI, vous êtes un peu divisé. Certains qui disent il faut une suspension non, mais temporaire. Ça c'est. Pardon, alors c'est quoi alors? Cher Patrick, mais là j'ai lu ça ce matin. Je ne sais pas de qui on parle. Ça fait. J'ai vu ça ce matin. Bon, écoutez, je sais pas, je peux pas vous répondre. Je peux vous dire, moi, chaque semaine, on fait une réunion de groupe. La question n'est pas posée. Adrien est pris dans toutes ces histoires. Il a fait une chose qui n'est pas
acceptable, on le sait tous. La conséquence, c'est qu'il n'est plus notre porte-parole ni coordinateur. Actuellement, il est pris dans un truc, franchement, qui arrive à beaucoup de Français aussi. C'est très compliqué. Il est très mal, à tel point qu'il a un arrêt maladie. Si on pouvait lui lâcher, si je puis dire, un peu le paletot, le laisser comme beaucoup de gens, et je pense aussi à sa femme. Suspension temporaire, quoi. Bah attendez, laissez un peu, là, c'est bon, quoi. Il y aurait quelques députés. Si on arrêtait d'en parler, arrêtons d'en parler, que la justice fasse son boulot, que tous les éléments soient là, et que après il a des gens qui ont voté pour lui, qui savent pourquoi ils ont voté pour lui, qui aussi, à travers des votes, peuvent faire entendre leur protestation. Il y a pas de vrai sujet, si ce n'est quelque chose de douloureux. Vous savez, voilà, je veux dire franchement, le plus important c'est la bataille sociale. Ça c'est parfois une perte de temps. Alexis Corbière, je voudrais qu'on dise un petit mot quand même de la laïcité et puis 2 ans de la mort de Samuel Paty. Il nous reste 1 minute. Il y a une entrée de l'islamisme à l'école en fait aujourd'hui, signalée par le ministre lui-même. Quelle est votre réaction vous face à ça? Est-ce que ce phénomène vous inquiète? C'est ce qu'il y a d'inquiétant. Moi, je suis prof d'histoire. Il faut avoir une pensée pour Samuel Paty, l'horreur qu'il a subie à travers lui, l'ensemble d'une profession. Moi, il y a quelque chose qui m'a choqué dernièrement. Je crois que c'est à Strasbourg, et si c'est pas Strasbourg, corrigez-moi. Il y a un professeur à nouveau qui a été menacé par ça, c'est inacceptable. Il est hors de question que quiconque adresse un message en plus à connotation antisémite à un prof pour le menacer. Donc ça, je crois, et je veux pas rentrer dans les détails, mais dans l'affaire Samuel Paty, ce que j'ai vu de la famille, c'est que Samuel Paty, l'institution l'a pas vraiment soutenu, honnêtement. Donc ça, j'espère, moi, pour avoir été prof dans des lycées, par moment, c'était pas le sujet de la laïcité, mais ça chauffe un peu. On est souvent un peu abandonné parce qu'il n'y a pas assez de surveillants, il n'y a pas de CPE, et que le proviseur se sent un peu désarmé. Donc j'espère que ça ne peut pas avoir lieu. Et si ce que j'ai lu dans la presse est vrai, le père qui a osé envoyer un message de menace, il doit être rudement sanctionné. C'est pas tolérable. Et sur les tenues religieuses dans les établissements. Moi, je suis favorable, et je l'ai toujours aidé avec Jean-Luc Mélenchon, à la loi de 2004, pas de signe religieux à l'école, de toute manière, nous l'avons toujours dit clairement. Après, il y a un sujet... il va falloir le dire à Louis Boyard, parce qu'il conseille justement, vous avez vu, il est derrière l'histoire du lycée Joliot-Curie, et il y a justement les tenues amples qui sont derrière cette histoire. Non, mais ça déjà, il semblerait que ça c'est discutable, parce que à Joliot-Curie, de ce que j'ai vu, ils se battent aussi pour avoir des moyens scolaires, et c'est pas si simple que ça. Et après, il y a un sujet, mais moi je suis d'avis, parce que c'est compliqué, vous évoquez les tenues amples, il y a un syndicat de proviseurs, le SNPDN, qui est majoritaire, qui dit que par ailleurs, il faut du cas par cas dans ça, parce qu'il y a des signes religieux, c'est ce que c'est. Après, il y a des tenues, c'est pas simple. Et ce que nous dit le SNDPEN, le syndicat des proviseurs, c'est qu'il y a parfois évidemment des tenues qui sont immédiatement la proclamation d'une appartenance religieuse fermée, etc., sectaire. Et après, il y a d'autres tenues, ça doit nécessiter un regard là-dessus. Je veux dire, soyons clairs sur tout ce qui est du prosélytisme religieux dans un établissement scolaire ne doit pas avoir lieu, ce qui est parfois le reflet, soit d'une appartenance culturelle, soit des effets de mode. Je vois que le ministre a eu cette formule. Non, mais il y a des gens, vous ne pouvez rien, il y a même des endroits, il y a des sites qui portent des turbans. Après, on peut être en désaccord, mais ce que je veux dire, c'est que la question de la tenue, je vais faire une référence historique. Rapidement. Aristide Briand, en 1905, le débat avait eu lieu. Certains voulaient interdire la soutane. Il avait dit non seulement, ça c'est pas l'esprit de la laïcité, mais il a dit le génie des tailleurs amènera toujours à ce que l'appartenance religieuse peut apparaître d'une certaine façon. Donc c'est compliqué. Merci. Mais d'abord et avant tout, pas de menaces sur les enseignants et rude sanction à ceux qui les menacent, d'une manière peut-être un peu d'assurer qu'à l'éducation nationale, ce soit une école publique et laïque qui continue. Merci Alexis Corbière, vice-président du groupe LFI à l'Assemblée nationale.